Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 21 septembre 2023. Sans plus tarder, commençons donc cette tournée de l'actualité locale avec ce premier sujet concernant le conseiller Ahmed Bendari, qui est directeur de l'organe exécutif de l'Autorité nationale des élections, qui a tenu une conférence de presse hier. Alors la conférence a visé à informer le public sur les préparatifs effectués par l'Autorité nationale des élections en vue de la tenue des prochaines élections présidentielles. Voici les détails. Le conseiller Ahmed Bendali, directeur de l'organe exécutif de l'Autorité nationale des élections, a déclaré que les prochaines élections présidentielles seront les 5e élections présidentielles pluralistes en Égypte. Il a ajouté lors de la conférence de presse tenue dans la salle de conférence de Nasr City que les élections présidentielles sont un événement important et unique dans la vie démocratique, dans lequel les citoyens participent à la mise en œuvre de leurs droits légaux et constitutionnels. Il a souligné que la Commission enregistrera le résultat de la volonté du peuple de choisir son président dans une atmosphère pleinement démocratique, puisque le peuple est la principale source de pouvoir. Il a souligné que la Commission est totalement indépendante en vertu de la Constitution et de la loi et qu'elle est responsable de la gestion et de la supervision des élections présidentielles. La conférence d'hier a visé à informer le public sur les préparatifs effectués par l'Autorité nationale des élections en vue de la tenue des prochaines élections présidentielles. L'organe exécutif a préparé un rapport complet, y compris des preuves de l'achèvement de toutes les tâches et directives fixées par le conseil d'administration de l'autorité électorale nationale, dirigé par le conseiller Walid Hamza, président de l'autorité, en préparation de la tenue de cet important droit électoral. L'organe exécutif a renvoyé son rapport au conseil d'administration de l'Autorité nationale des élections qui, à son tour, a tenu plusieurs réunions pour s'assurer que le processus électoral était pleinement prêt à mener le processus électoral conformément aux dispositions de la Constitution et aux lois et coutumes nationales et internationales bien établies en matière électorale. Les élections présidentielles devraient se tenir dans quelques mois, ne dépassant pas la période de contrôle judiciaire prévue par la Constitution et se terminant à la mi-janvier 2024, selon ce que le chef de la Commission a précédemment déclaré. Le premier mandat de 6 ans du président Abdel Fattah el-Sisi se terminant en avril prochain. Les procédures commenceront par l'ouverture de la porte à la candidature aux élections, la fixation des dates de celles-ci, les procédures et les documents à soumettre lors de la nomination, puis la réception et l'examen des candidatures, la vérification qu'elles remplissent les conditions requises et l'annonce des noms des candidats. La Commission établira les règles, procédures et mécanismes pour la conduite des élections de manière à garantir leur sécurité, leur impartialité, leur intégrité et leur transparence, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par la loi et la Constitution. Et le conseil d'administration du dialogue national a recommandé que toutes les forces actives de la vie politique égyptienne considèrent la prochaine élection présidentielle comme une échéance importante pour renforcer la voix de l'état de droit et la démocratie moderne. L'élection présidentielle est toujours considérée comme l'une des échéances politiques et constitutionnelles les plus importantes du système politique égyptien et de l'histoire moderne, a indiqué le conseil dans un communiqué. Alors, cette échéance constitue une opportunité supplémentaire de créer des espaces communs entre la société égyptienne, ses élites et ses masses, établissant la nouvelle République conformément à l'appel présidentiel à ce dialogue, ajoute le communiqué. Le Conseil a également valorisé la réponse des forces politiques légitimes, d'autres organisations communautaires et de l'opinion publique à l'initiative présidentielle de ce dialogue et leur contribution large et constructive à ces activités. Et lors de la réunion du gouvernement hier, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a ordonné l'élaboration des lois liées au nouveau paquet social annoncé samedi dernier par le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de l'inauguration d'un nombre de projets à Beni Souef. Le chef du gouvernement a souligné que ces décisions reflétaient l'intérêt apporté constamment par le président à la dimension sociale pour alléger les fardeaux pesant sur le citoyen à la lumière des circonstances économiques actuelles. Voici un commentaire.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a loué le nouveau paquet de protection sociale annoncé par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration d'un nombre de projets à Beni Suef dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente, soulignant que ces décisions reflétaient l'intérêt apporté constamment par le président à la dimension sociale pour alléger les fardeaux pesant sur les citoyens à la lumière des circonstances économiques actuelles. M. Madbouli s'est ainsi exprimé lors de la réunion du gouvernement, affirmant avoir coordonné les vues avec les ministres des Finances et de la Solidarité sociale pour élaborer les lois liées à ce nouveau paquet afin d'être approuvées par le Parlement au 1er octobre prochain. Samedi dernier, le président el-Sisi avait annoncé un bouquet de mesures économiques, dont l'augmentation du salaire minimum et du seuil d'exonération fiscale. Objectif, alléger les pressions financières sur les citoyens. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement hier, le Premier ministre a par ailleurs exprimé ses vœux au chef de l'État, aux membres du gouvernement et au peuple égyptien à l'occasion de l'approche du Mawlid el-Nabawi, implorant Allah à accorder bonté et prospérité aux nations arabes et islamiques. Et concernant la situation en Libye, un certain nombre d'avions de recherche et de sauvetage égyptiens ont participé à la récupération des corps et au sauvetage des blessés dans les zones sinistrées frappées par la tempête ces derniers jours en Libye. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République et commandant suprême des forces armées, Abdel Fattah el-Sisi, de soutenir nos frères libyens. Les forces armées ont établi un camp de secours égyptien dans la région de Martouba, à l'intérieur des zones touchées près de la ville de Derna, pour soulager les citoyens touchés par la tempête et leur fournir tous les aspects des soins médicaux et humanitaires. Elles ont également fourni une aide humanitaire d'urgence et des moyens de subsistance aux citoyens dans de nombreuses zones difficiles d'accès. Et l'Organisation internationale pour les migrations a salué le rôle des pays voisins du Soudan, avec à leur tête l'Égypte, dans la fourniture de l'abri et de l'hébergement nécessaires aux Soudanais fuyant les combats, ajoutant que l'Égypte était le premier soutien aux déplacés soudanais, suivi par le Tchad. Dans un communiqué, l'Organisation internationale pour les migrations prévoit que 1,8 million de Soudanais vont fuir vers les pays voisins du Soudan d'ici la fin de cette année, ce qui aggravera la tragédie humanitaire des Soudanais, qu'ils soient déplacés à l'intérieur du pays ou fuyant hors du Soudan, et réduira la capacité de l'organisation à leur fournir un soutien humanitaire adéquat. Et le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Souelam, a affirmé que l'État égyptien déployait de grands efforts pour améliorer la gestion de l'eau et la sécurité alimentaire, maximiser les rendements de l'unité de l'eau, accroître la productivité des récoltes au vu du lien important qui existe entre l'eau et la nourriture. Souelam a tenu ses propos lors d'une réunion tenue avec le directeur du bureau de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en Égypte, Nasreddin El-Amin, et la délégation l'accompagnant pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre le ministère et la FAO en matière d'eau. La réunion s'est également axée sur l'examen des mesures exécutives du projet sur la modernisation des techniques d'irrigation pour améliorer la vie des jeunes agriculteurs en Haute-Égypte, un projet réalisé par le ministère et la FAO avec un financement néerlandais. Et la ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens expatriés ou à l'étranger, Soha Gendi, a tenu une réunion de consultation par visioconférence avec les membres du conseil fondateur de la société d'investissement des Égyptiens à l'étranger et avec un nombre d'hommes d'affaires égyptiens au Koweït. Madame Gendi a affirmé l'importance de cette société étant un projet national et l'une des importantes revendications des Égyptiens expatriés qui désirent protéger et développer leur épargne. La ministre a ajouté que la société était l'une des recommandations de la 3e édition de la conférence des Égyptiens à l'étranger qui a eu lieu en août 2022.
La zone économique ou le président de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal-Eddine, s'est entretenu avec des responsables de l'entreprise mondiale Shell lors de sa visite aux Pays-Bas. Des projets d'hydrogène vert mis en place par la zone et les plans d'investissement prévus dans ce secteur vital. La zone économique du canal de Suez a signé 9 accords cadres avec les grands consortiums mondiaux pour la production du carburant vert qui sera destiné à ravitailler les navires après avoir ravitaillé le premier navire au biométhanol dans le port d'Est de Port Saïd, a indiqué ou a fait savoir M. Gamal-Eddine. Les deux parties ont également discuté des projets d'hydrogène vert dans la zone intégrée de Sorna, dont l'usine de dessalement de l'eau, le couloir des services et la production, transport et stockage d'hydrogène vert. Allez, on passe au tourisme cette fois-ci. Nous allons découvrir les dernières nouvelles qui concernent ce secteur avec Hadia Osman et Chérif Voussela. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Aïssa, et le gouverneur de Kena, le général Ashraf al-Daoudi, ont inauguré les deux monastères de Saint-Georges, le complexe Ilamba Basantaos à Hajar Nakada, dans le gouvernorat de Kena. Au cours des travaux de restauration, l'équipe de restauration du monastère Saint-Georges, le complexe a réussi à découvrir un certain nombre de parties architecturales dans les 5 églises qui forment le monastère. Quant au monastère de Saint-Basantaos, ils ont pu découvrir les restes de Saint Basantaos qui ont été retrouvés sur des grès sur lesquels ont été retrouvés un dessin de la Sainte Croix et quelques lettres coptes dont le nom de Saint Basantaos. Le projet de restauration du complexe du monastère de Saint-Georges comprenait la restauration et l'entretien de l'église principale de Saint-Georges et la consolidation des fondations. L'équipe de travail a également réussi à restaurer l'église de la Vierge Marie, l'une des églises du monastère. L'histoire du monastère remonte à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle après Jésus-Christ. On l'appelait le monastère du complexe car il s'agit d'un complexe sacré basé sur l'administration d'un complexe d'églises puisqu'il se compose de 5 églises. Le monastère est situé sur la rive ouest du Nil près de Kamula, Hajar Sosnakada, gouvernorat de Kena. Il est à environ 10 km au sud de Nakada. Le monastère a été inscrit parmi les monuments islamiques et coptes en 1951. Quant au monastère d'Amba Basantaos, le projet de sa restauration et son entretien comprenaient le renforcement et la restauration des fondations de l'église, notamment les murs, les colonnes et les arcs. L'histoire du monastère d'Amba de Saint-Basantaos remonte au VIe siècle après Jésus-Christ et l'église qui existe aujourd'hui a été construite au début du XVIIIe siècle par l'égoumène Hermula. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a présidé hier la réunion du conseil d'administration de l'autorité du Grand Musée égyptien au siège du musée. Le ministre a salué les efforts déployés par l'équipe de travail du musée pour achever ce grand édifice, soulignant l'importance de leur respect des délais et du calendrier préalablement fixé pour la réalisation des travaux restants. Monsieur Aïssa a passé en revue les collections et expositions archéologiques les plus importantes que le musée présentera et l'expérience touristique distinguée qu'il offrira aux visiteurs du monde entier. Et la mission archéologique conjointe égypto-française du Conseil suprême des Antiquités et de l'Institut européen d'archéologie sous-marine a découvert un temple dédié à la déesse Aphrodite. Le temple date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette découverte a eu lieu lors de fouilles sous-marines de la ville engloutie de Tonis Héracléon dans la baie d'Abou Ir à Alexandrie.
Et on conclut avec le Festival international du film d'Al-Gouna qui fait son comeback après un arrêt d'un an. Sa 6e édition se tiendra bel et bien du 13 au 20 octobre dans la station balnéaire d'Al-Gouna au bord de la mer Rouge. Alors, les détails de cette prochaine édition ont été annoncés en grande pompe en présence de ses responsables, dont entre autres les deux frères fondateurs Samih et Naguib Sawiris, appartenant à la célébrissime famille d'hommes d'affaires. Le président du festival et la comédienne Yosra, ainsi que des membres du comité consultatif, Marianne Khouli, sa directrice artistique. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Night TV International. À très bientôt, au revoir.